Au menu ce soir, enlever le désigné. Elle est officiellement maintenant la 33e première ministre. Christine Fréchette marque l'histoire du Québec. Des riverains sur le qui-vive, la saison des inondations commence au Québec. Et l'Iran menace de bloquer la mer Rouge en réponse au blocus américain du détroit d'Ormuz. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table en ce mercredi, Meeker, Valérie, Jacinthe, Alain, bonsoir à vous quatre. Les mots de l'actualité ce soir, Jacinthe, Alain, Jacinthe, je commence avec toi. Coupable. Qui est coupable? L'entreprise Live Nation qui relève de la maison mère Ticketmaster, qui est reconnue coupable aujourd'hui à New York de monopole illégal pour avoir surfacturé ses billets entre mai 2020 jusqu'à l'année 2024. On connaîtra la sentence un peu plus tard, mais on a déjà un verdict aujourd'hui de culpabilité. Alain, sondage. Sondage, un nouveau sondage. On va en avoir plusieurs d'ici l'élection au mois d'octobre. Palace qui viennent de sortir, les libéraux à 32 % en avant du Parti québécois à 29 %. C'est la troisième fois, la première fois depuis 2018 que les libéraux, pendant 3 sondages, sont au-dessus de 30 %. Puis pendant ce temps-là, là, on parle depuis 8 ans, presque 8 ans. Le Parti québécois, depuis les 2 dernières années, première fois qu'il descend en bas de 30 %. Donc, on va avoir toute une course. Libéraux, PQ, puis les conservateurs et la CAQ à peu près au même niveau à 14 % pas mal stable. Remonter dans les sondages, ça sera vraiment le grand défi et la priorité de Christine Fréchette, qui est officiellement devenue cet après-midi la 33e première ministre de l'histoire du Québec. Et il faut mentionner la 2e femme à occuper cette plus haute fonction de l'administration publique au Québec. Elle a été assermentée devant plus de 200 personnes à l'Agora de l'Assemblée nationale, des élus, mais aussi de nombreux proches de la nouvelle première ministre. Jean-François Poudrier a assisté à cette assermentation aujourd'hui. Salut Jean-François. Salut Michel. Alors, même si elle prône le renouveau, Mme Fréchette a mis quand même l'accent sur les valeurs de la CAQ qu'elle veut continuer à défendre. Oui, elle a pris un ton très nationaliste au cours de ce discours-là. Elle a parlé de laïcité. Elle dit qu'elle va défendre la laïcité jusqu'au bout. Également, elle a parlé du français, là, de l'importance justement de mettre l'accent sur le fait qu'au Québec, ça se passe en français. Des entreprises québécoises également qu'elle veut aider. Bref, ça semble avoir fait plaisir aux nationalistes identitaires aussi qui sont un peu associés au groupe de Bernard Drainville. C'est ce qu'ils nous ont dit après le discours cet après-midi. Elle a parlé un peu de sa jeunesse à Trois-Rivières. Elle avait déjà 2 de ses anciens professeurs également qui étaient présents dans l'Agora pour son assermentation. Elle a rappelé qu'elle était née dans les années 70, qu'elle faisait partie d'une génération qui avait été un peu oubliée, mais qu'elle veut maintenant mener les Québécois à travers le brouillard qu'on vit en ce moment avec toute l'incertitude mondiale. Il y a une raison pour laquelle je me suis lancée en politique. C'est parce que je veux faire briller le Québec. C'est parce que je veux redonner confiance en l'avenir aux Québécois. Parce que je ne veux pas, plus jamais, qu'une génération n'ait le sentiment d'avoir été sacrifiée. Et pour que le français soit pleinement la langue d'apprentissage, la langue du travail, puis la langue de la réussite au Québec. Affirmer notre identité, ça veut aussi dire prendre les moyens nécessaires pour la protéger. Et je vais être très claire aujourd'hui, je ne reculerai devant rien pour protéger notre langue française, notre culture et nos valeurs québécoises. Jean-François, Christine Fréchette qui a aussi présidé en soirée sa première rencontre du caucus. On a voulu vraiment montrer une image d'unité ce soir. Oui, et on l'a vu là, dès le début de la rencontre se diriger vers Bernard Drainville. Bernard Drainville qui lui a levé la main. Donc, elle a rappelé également que pour elle, c'était important d'entendre les suggestions des autres membres du caucus. C'est ensemble qu'on va déployer, développer nos nouvelles idées, notre nouvelle offre aux Québécois, puis incarner le changement dont les Québécois veulent. Alors, merci. On a du pain sur la planche. Alors, je remercie les journalistes. On va devoir travailler ensemble maintenant. Merci. Aujourd'hui, elle est revenue dans son discours vraiment à notre ADN. Puis je suis vraiment très, très contente. L'important, c'est les actions. C'est pas juste les grandes paroles. Fait qu'on va passer à l'action. C'est un bon discours. Pourquoi? C'est un bon discours. Pourquoi? Je répète que c'est un bon discours.
Donc maintenant, le travail commence pour Christine Fréchette là, pour tenter de faire plaisir à tout le monde, si on veut, avec la conception de son Conseil des ministres qui sera assez complexe. On en a parlé hier. Donc voilà, donc dans les prochains jours, on attend cela la semaine prochaine, ce dévoilement. Alors, ce travail d'unité et de satisfaire tout le monde, c'est un grand défi. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne nuit. Bye-bye. OK, Alain, d'abord, on va revenir sur le discours. Est-ce que c'était un bon choix d'y aller avec un discours aussi personnel, selon toi? Oui, puis moi, ça m'a vraiment frappé. Elle a vraiment incarné son discours tout au long. Elle parlait d'éducation en nommant les enseignants pour parler des individus dans le système, puis en même temps leur donner les moyens. Elle a parlé des aînés en mentionnant ses parents qui étaient là, tout le parcours qu'ils avaient. Quand elle a voulu parler des femmes, elle a bien positionné l'égalité homme-femme. On le sait, avec la question identitaire, comment c'est important dans le discours. Quand elle a parlé aussi de l'identité du Québec avec Hydro-Québec, l'importance des PME, elle mettait l'accent sur l'économie. Fait que je trouve qu'elle avait un discours qui était vraiment incarné par rapport à elle, comme femme, comme personne du milieu économique, et l'importance du français et de l'identité québécoise. Bon, avez-vous l'impression, Valérie, entre autres, d'avoir une meilleure idée de qui est Christine Fréchette? Oui, moi, j'ai trouvé que c'était un discours... J'aimais sa nervosité. Je trouvais que c'était au moins... c'était pas quelque chose qu'on sentait qu'elle avait répété plusieurs fois. J'ai aimé le côté avec les professeurs. Moi, ça a été mon moment favori. Je trouve ça important aussi, la reconnaissance. On voyait l'émotion aussi dans le moment. Alors, oui, je pense qu'on a appris quand même un petit peu plus. C'est le fun qu'elle dise qu'elle parle à la jeune femme qu'elle était aussi. J'ai trouvé que ça, c'était un beau clin d'œil à faire. Bon, ça t'a marqué tout à l'heure quand on a entendu la ministre Duranceau dire « Ouais, c'est beau les belles paroles, là, mais il faut des actions ». Oui, quand France-Hélène Duranceau a dit maintenant, il faut voir des actions, c'est vrai qu'elle incarnait de façon très positive son discours. C'était beau de la voir animée. On découvrait là, un peu de spontanéité à travers ce discours-là. Mais il y a beaucoup de vœux pieux, beaucoup de bonne volonté. Il faut que ça se traduise maintenant en action parce que de dire qu'on veut bâtir un Québec plus fort, on veut travailler ensemble... il y a le dire et le faire. Oui, exactement. Ça, c'est le défi. On verra si... on sera déçus ou non de ces engagements-là, s'ils seront réalisés ou pas. Mais que t'as hâte de voir comment elle va justement gérer des dossiers épineux? Parce que là, on est dans les bons sentiments, tout le monde est de bonne humeur, on prêche l'unité, mais tout le monde qui a un peu de poids politiquement, que ce soit des maires, des aspirants ministres ou des gens qui ont un poids politique, vont lui mettre de la pression. Et j'ai hâte de voir comment elle va réagir puis comment ça va être. Et qui elle va mettre sur son Conseil des ministres. C'est intéressant. Il pourrait avoir des gens de l'extérieur. Elle l'a dit, qu'il y avait des contacts avec les gens de l'extérieur. Pour ou contre la nomination de non-élus dans un Conseil des ministres? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre et n'oubliez pas de commenter également. Bon, et celle qui a été la première femme à la tête du Québec a réagi à la sermentation de Christine Fréchette, Pauline Marois, qui lui a fait parvenir un message pour la féliciter pour son entrée en poste. L'ancienne politicienne a ajouté que chaque fois qu'une femme atteint un poste de haut niveau, ce sont toutes les femmes qui avancent. Et ça, même si certaines barrières ou idées préconçues persistent. On dit aux femmes, c'est possible. Hein? Vous pouvez vous engager en politique. Vous pouvez avoir une profession qui va vous mener au plus haut niveau. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui sont tombés. On a permis à ce qu'il y ait un meilleur équilibre dans le partage des tâches à l'égard des enfants, à l'égard de la maison, à l'égard de la famille. Valérie, tu es d'accord avec Mme Marois? Il y a encore du travail à faire pour les femmes, selon toi? Oui, absolument. Mais plus il va y avoir de femmes dans des positions de pouvoir comme ça, plus ça va donner un modèle aussi pour des jeunes femmes, peut-être pour s'en inspirer. Je pense qu'on a aussi tout le temps besoin d'expliquer les compétences ou de justifier ou donner un beurre peut-être plus épais sur le CV. Et bien sûr, la pression pour les femmes, c'est pas juste au Canada, au Québec, c'est ailleurs aussi. Elle est souvent plus grande. On dirait moins le droit à l'erreur que bien souvent des hommes dans les mêmes postes. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes qui arrivent à occuper des postes clés dans différents secteurs, Jacinthe. Oui, bien, l'époque de Mme Marois, l'époque où elle s'est battue pour notamment mettre sur pied les CPE, on a fait énormément de chemin et les femmes occupent la grande majorité des facultés universitaires en médecine, en droit, en sciences même, en génie aussi. Elles occupent de plus en plus des postes de haute importance aussi. Alors, il faut quand même souligner qu'en 2026, les femmes prennent leur place et qu'il n'y a pas une femme, il n'y a pas une jeune femme aujourd'hui qui se dit « Mon Dieu, tel poste n'est pas accessible pour moi au Québec ».
au Québec. Mais il reste que des postes comme ça de haut niveau. On a juste eu 2 femmes, première ministre, quand même. Pour une petite période de temps aussi. Oui, en effet. Mika, il y a des choses sur lesquelles les femmes sont davantage jugées que les hommes, quand même. On a reçu Mme Marois en entrevue à la radio cette semaine et elle parlait de l'habillement. Puis ça, c'est une chose qu'on voit dans toutes les sphères publiques. Elle disait, moi, j'avais mon style à moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de couleurs, porter des bijoux. Elle s'est fait critiquer. Et moi, ce qui m'a peiné, c'est qu'elle a dû changer son style. Pourquoi? Pour des commentaires qui n'avaient rien à voir avec ses compétences. Et moi, honnêtement, puis on l'a vu aussi avec des lecteurs de nouvelles à travers le temps, il y a des tests, des études qui ont été faites là-dessus. Puis honnêtement, moi, ça me blesse beaucoup. Là. On en parle souvent de collègues, les femmes qui se font davantage critiquer quand elles sont en ondes que les hommes. Bon, politique, on va laisser ça un peu de côté. On va voir la carte là, du Québec. C'est une situation qui revient année après année. Au printemps, on surveille de nombreux cours d'eau dans plusieurs régions du Québec. Le temps gris et pluvieux des derniers jours va se poursuivre jusqu'à vendredi. Et on pourrait même recevoir jusqu'à 25 mm de pluie d'ici demain après-midi. Plusieurs municipalités ont donc activé leur plan d'intervention pour faire face au risque d'inondation. Reportage, Lily Mercure. C'est haut cette année. Présentement, c'est haut, mais on a déjà vu plus haut que ça. On est à Rigaud, en Montérégie, et voyez, la rivière des Outaouais est sortie de son lit. On le sait, ici, année après année, le secteur est extrêmement propice aux inondations. Vous êtes habitué là, de voir ça? Oui, je suis habitué à toutes les années. Je peux pas dire que j'aime ça, mais je suis habitué. Bien, on vit. Mes chaloupes sont prêtes, mais tout est surlevé. Qu'est-ce qui peut être inondé? Là? Seulement, là, il y a 2 pieds plus haut présentement, là, trop haut. Tu sais, ça embarque sur l'asphalte, là. Oui, c'est ça. À matin, c'est à peine si elle commence à couvrir le chemin, à peine. De 20 à 30 mm de pluie sont aussi attendus de jeudi soir à vendredi matin, ce qui pourrait faire évidemment monter le niveau des cours d'eau. On surveille aussi d'ici le début de la semaine prochaine, donc dimanche prochain, un autre système d'envergure aussi là, qui va balayer l'ensemble du Québec et qui, lui, devrait aussi ramener, là, probablement apporter là, un autre 20 à 30 mm de pluie qui vont s'ajouter dans les régions là, de l'Outaouais, les Laurentides, l'Anaudière, où est-ce que les niveaux de rivière là, sont à surveiller. Là. Parmi les secteurs à risque, on compte aussi la rivière du Nord à Saint-Jérôme, où le niveau de l'eau se rapproche énormément des maisons. On sait qu'avec le système qui s'en vient vers la fin de la semaine, plus vers jeudi, vendredi, on va avoir une hausse plus marquée là, pour la fin de semaine. Donc, c'est les municipalités, bien sûr, qui surveillent, qui vont mettre en place s'ils voient qu'il y a des secteurs qui pourraient être isolés, par exemple, parce qu'il y a des routes qui sont pas praticables, qui sont inondées, ou s'il y a vraiment des citoyens là, que leur résidence serait inondée, bien là, ils vont pouvoir mettre en place, émettre des avis d'évacuation, puis mettre en place les mesures. La Ville de Montréal, elle, déploie son plan d'intervention de façon préventive, et ce, même s'il n'y a aucune inondation qui a été constatée pour l'instant. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada souligne que la Ville surveille les niveaux d'eau et demande aux résidents des zones à risque de demeurer informés sur les pages web de leur arrondissement. À Rigaud, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Mais qu'est-ce que tu trouves que, par exemple, la Ville de Montréal, si on prend la Ville de Montréal comme exemple, est assez préparée là, pour la saison des inondations? C'est difficile parce que l'administration précédente ne l'était pas nécessairement. Puis la mairesse avait même dit, la mairesse Plante, ouais, bien, il va peut-être falloir revoir les sous-sols à Montréal et voir également où on installe les maisons. Alors, je vois pas comment la nouvelle administration, avec si peu de temps, pourrait faire mieux. Donc, moi, honnêtement, je suis un peu inquiet. T'espères quoi? Qu'il y ait une couverture peut-être plus grande? Oui, qu'on ait une plus grande couverture puis qu'on indemnise un peu mieux aussi les gens qui sont victimes des inondations. Ça revient chaque année. Il n'y a aucune raison que les municipalités ne soient pas prêtes, selon toi, Jacinthe? Non, puis on se rappelle du débordement de la rivière Richelieu en 2011. Ça avait marqué les esprits de façon spectaculaire. C'était majeur, ce débordement de rivière Richelieu. Alors, depuis 2011, on a eu plusieurs années pour se préparer. J'espère que les municipalités sont prêtes. Ça revient chaque année, mais en plus, on a eu des scandales là, qui sont arrivés, des tragédies. Ça ne revient pas toujours avec le même niveau. C'est pas évident. Tu as été maire pendant des années, gérer ça. Donc, il faut faire une différence entre être prêt pour secourir les gens dans le besoin puis patcher, mais après ça, ça coûte une fortune. Il faut avoir toutes nos infrastructures. Puis ça prend des années et des années d'investissement pour pouvoir capter l'eau,
au bon endroit avec les coups d'eau qui sont de plus en plus récurrents. Là. Oui, de plus en plus importants. Alors, à un moment donné, si on a fait des installations pour tel genre de coup d'eau et on en a un plus grand, c'est sûr que ça finit par déborder. Il ne faut pas arrêter d'investir sur nos infrastructures, justement. Non, absolument, parce que justement, les administrations le disent, c'est vieillissant, il faut revoir ça, mais il faut arrêter d'en parler, puis il faut le faire. Oui, ça va être beaucoup de sous peut-être d'un coup, mais il y a quand même des gens à chaque fois qui vivent justement des tragédies avec ces inondations-là. En effet. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de débordements. Après la pause, le pape Léon, encore la cible de l'administration Trump. On va en parler avec Valérie dans un moment. Bon, est-ce que la deuxième sera la bonne au Moyen-Orient? C'est qu'il y a une deuxième session de négociation entre les États-Unis et l'Iran qui serait en train de se dessiner. Elle se déroulerait également au Pakistan. Je vous rappelle que les derniers pourparlers qui ont eu lieu le week-end dernier ont abouti à aucun accord. Même que l'Iran menace de réagir au blocus américain dans le détroit d'Ormuz en bloquant cette fois la circulation en mer Rouge. Malgré ça, le président américain affirme que la guerre est pratiquement terminée dans le Golfe. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. OK. Valérie, allons-y avec cette menace. Pourquoi l'Iran menace de s'attaquer, en fait, de bloquer la mer Rouge, entre autres? Parce qu'il y a un blocus américain qui empêche justement d'avoir des exportations, des importations dans les ports d'Iran. Alors déjà là, financièrement, ça leur fait mal. Il n'y a personne qui peut passer. Là, on dit qu'il y a quelques navires qui ont peut-être pu passer au travers. Mais cette menace-là de dire on va faire ça en mer Rouge, premièrement, c'est pas limitrophe à l'Iran. Non, on va voir sur la carte. Là. Justement, il faut comprendre que c'est un passage extrêmement important à travers le monde. Là. Et il y a les alliés des Iraniens, donc des groupes Houthis qui sont au Yémen, qui pourraient s'occuper, entre guillemets, de bloquer ou de menacer aussi des navires qui pourraient passer par cet endroit-là pour faire mal encore aux exportations. Il faut comprendre que c'est la route la plus courte entre l'Europe et la Chine. Oui. l'Asie, plutôt sur une bonne partie du monde. Là. Oui, absolument. Alors, c'est majeur. Est-ce que tu crois que les prochaines négociations vont aboutir à quelque chose? Ça va être très difficile. C'est qui va plier sur sa fameuse ligne rouge, hein? Parce qu'au niveau, par exemple, du nucléaire, Donald Trump ne veut pas négocier sur le nucléaire, même avec un moratoire, c'est ce qu'il a dit. L'Iran dit un peu la même chose. L'Iran va avoir même de l'argent pour la reconstruction. On dit que c'est une ligne rouge qu'on ne veut pas dépasser. Alors, qui va plier entre l'Iran et les États-Unis pour avoir éventuellement un accord? Parce qu'en ce moment, là, je trouve qu'on est à des milliers de kilomètres dans la distance, là, je vais faire la métaphore, de vraiment se rejoindre au milieu. Ouais. Et quand même, je veux dire, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un représentant du Pakistan qui s'est quand même rendu aussi en Iran. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour justement porter un message américain. On ne sait pas lequel encore, là, par contre. Alain, toujours pas convaincu que la guerre avec l'Iran est sur le point de se terminer? Il faudrait quand même connaître c'est quoi les objectifs de cette guerre-là. On ne le sait pas encore aujourd'hui, à moins que Valérie, tu puisses nous éclairer là-dessus. J'aimerais dire, c'est assez... Ces chances-là, à part, ça change, mis à part celui sur le nucléaire. C'est le seul objectif qui est vraiment resté tout au long de tout ça. L'idéologie avec le régime. Après ça, il y a le détroit. Puis là, le détroit, même s'il ouvrait, il était ouvert avant. Donc, on se pose vraiment la question. avec un détroit ouvert, mais... C'est ça. OK, un mot sur la chicane avec le pape. C'est pas terminé parce que là, c'est J.D. Vance qui s'en est pris à lui aujourd'hui. Oui, J.D. Vance qui, lui, s'est converti au catholisme il n'y a pas si longtemps que ça. Il va même sortir un livre là-dessus dans pas très, très longtemps. À Fox News, il a été plus diplomate. Il a dit c'est correct que le pape se prononce sur certains événements. Par contre, devant des étudiants dans un événement plutôt politique, il a dit au contraire qu'il devrait s'en tenir à tout ce qui est théologie, mais ne pas aller plus loin. Alors, un peu le même sentiment porté par Donald Trump, mais peut-être pas avec les mêmes mots. Ça s'entend parce que les représentants religieux doivent se mêler des conflits comme celui-là. Bien, c'est l'appel que J.D. Vance faisait aujourd'hui devant les étudiants. C'est-à-dire, lui disait, autant moi, je dois être prudent lorsque je parle de politique publique, ce serait bien que le pape soit aussi prudent lorsqu'il parle de conflits internationaux. C'est normal qu'il veuille la paix aussi, mais là, on est sur des enjeux sensibles. C'est pas sans risque, quand même, là, pour Donald Trump et J.D. Vance. Puis ce qui est de fascinant, c'est qu'il y a plusieurs supporters, j'ai envie de dire, habituels de Donald Trump, parmi sa base MAGA, qui commencent à se revirer contre lui à cause de ses positions par rapport au pape. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est aussi fascinant de voir qu'il y a des élus américains qui sont supposément religieux, qui supportent quand même Donald Trump. Donc c'est assez dichotomique et assez particulier de voir ce clivage-là.
Intéressant. On va suivre ça, bien sûr. Notre sondage express en ce mercredi, ça porte sur la croisade de Donald Trump contre le pape Léon. Est-ce que, selon vous, le pape a bien fait de condamner publiquement la guerre en Iran? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Si vous avez des commentaires, des idées de débat à nous partager, avec nous, voici mon adresse. Alors, est-ce que le pape a bien fait de condamner publiquement la guerre en Iran? Vous avez répondu oui à 74 %, non à 26 %. À Montréal, maintenant, les 5500 cols bleus sont en grève pour 3 jours. On vous en parlait hier. Certaines contraventions de stationnement ne sont donc plus émises, mais d'autres le sont encore. Alors, vraiment, il faut être vigilant. Il y a seulement les services liés à la sécurité des citoyens qui sont maintenus, comme la réfection de chaussées en fond effondrées et le remplacement de feux de circulation qui sont défectueux. Là. Les travailleurs sont sans entente depuis 2024. Les négociations avec la Ville achoppent principalement sur la question salariale. On fait pas une grève pour le plaisir. On est rendu là, on n'a pas le choix. Et un salaire moyen d'un journalier, c'est 55 000 par année. Et on se demande pourquoi le monde de l'École bleue vont à l'extérieur. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement décent à Montréal. Ils veulent travailler pour la Ville de Montréal, ils veulent travailler pour les citoyens, mais ça prend des salaires pour les soutenir. Bon, Maker, est-ce que tu profites du fait que les contraventions sont en pause? Je fais confiance à personne, puis j'ai peur aussi de tomber dans l'habitude. Oui, prendre une mauvaise habitude, puis faire prendre. Puis tu l'as dit toi-même, il y a des contraventions qui sont quand même données, donc non, je prends pas de chance et je respecte les règles. Bon, c'est correct. Pas toujours facile quand même, dans des conflits, Valérie, de s'assurer de garder l'appui de la population. Hein? Oui, c'est ça. Ça va dépendre quel geste on va poser, tout ça, parce que ça reste que c'est les citoyens, justement, de Montréal qui payent aussi les salaires avec les taxes et tout ça. Si on veut les garder, entre guillemets, de notre bord, il faut que les cols bleus puissent penser à des gestes de grève qui vont être dans une bonne optique pour la population. Qu'il n'y ait pas trop d'impact pour la population. Bon, nos rues sont un peu plus sales là, parce qu'il n'y a pas de nettoyage qui s'est fait cette semaine, mais on comprend le ça pourrait conflit. Être pire. Exactement, tu as raison. Est-ce que tu crois que la grève va te donner un levier de négociation au col bleu ou pas, Alain? Je pense pas vraiment. Moi, je pense que là, on en a comme plein notre casque là, des différentes grèves, puis même le moyen qu'ils utilisent par les contraventions en pensant que ça va faire un trou dans les coffres de la municipalité. Je pense que je sais que les salaires sauvés pour la municipalité, il n'y aura pas grand impact, même pour les élus. On a l'impression que ça revient tellement vite, les conflits. Est-ce qu'on devrait négocier pour des contrats de travail plus longs? Absolument. On devrait viser peut-être des contrats de travail de 10 ans. Comme ça, comme population, comme citoyen, on ne vivrait pas grève par-dessus grève en alternant tous les services publics auxquels on a droit. Peut-être un débat à faire là-dessus. Exactement. Voilà comme on a vu l'actualité à vos cellulaires, tablettes. On va parler des non-élus qui se retrouvent ministres. C'est arrivé dans le passé. Est-ce que c'est souhaitable? Le débat commence dans 30 secondes.